au gouvernement est terminée. L'ordre du jour appelle les explications de vote et le vote par scrutin public sur le projet de loi constitutionnelle de protection de la Nation. Je vais donner la parole aux différents représentants de groupe pour 5 minutes. Et je vous demande, mes chers collègues, de respecter nos différents intervenants. Nous commençons par Jean-Christophe Lagarde pour le groupe de l'Union des démocrates et indépendants. Merci, Monsieur le Président. Le 16 novembre dernier, à Versailles, le Président de la République nous annonçait sa volonté de réformer, suite aux attentats meurtriers dont nous avions été victimes, de réformer la Constitution sur 2 points. L'inscription de l'état d'urgence dans notre Constitution afin d'en sécuriser la légalité et la déchéance de nationalité pour ceux qui commettent des crimes contre notre nation. Notre groupe a, dès le début, affirmé majoritairement sa volonté de rendre possible cette réforme dès lors qu'elle prendrait en compte nos préoccupations. Première préoccupation, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, sécuriser l'état d'urgence, car les différentes réformes constitutionnelles, et notamment l'apparition des questions prioritaires de constitutionnalité, pouvaient laisser penser que celui-ci pouvait être fragile et pourrait, le moment venu, priver l'État d'une capacité à protéger les Français au moment où nous en aurions le plus besoin. Mais surtout, encadrer l'état d'urgence. Encadrer l'état d'urgence sur 3 thèmes. Première chose, le limiter dans le temps afin que nous ne vivions pas en permanence sous état d'urgence et qu'à minima, la prolongation d'un état d'urgence nécessite tous les 4 mois l'accord majoritaire du Parlement, Assemblée et Sénat. Deuxième encadrement, un vrai contrôle parlementaire, à l'instar de celui qui a été mis en place par notre Assemblée nationale et par le Sénat lors de l'état d'urgence sous lequel nous vivons actuellement, à l'initiative d'ailleurs du Parlement et notamment de celui qui était alors le président de la Commission des lois, votre garde des Sceaux d'aujourd'hui. De faire en sorte, en clair, qu'on ne puisse pas, qu'une majorité du moment ne puisse pas priver, alors qu'on entrerait en état d'urgence, l'opposition du moment de contrôle sur les moyens extraordinaires que nous donnons dans ces cas-là au gouvernement et à l'État. Enfin, prévoir la situation, Monsieur le Premier ministre, où l'exécutif prononcerait l'état d'urgence et sous l'empire de cet état d'urgence dissoudrait l'Assemblée nationale. Nous voulons évidemment qu'il puisse y avoir alors une garantie d'une campagne libre, équitable, démocratique, quelles qu'en soient les circonstances, et que ce soit garanti par la Constitution. En effet, un gouvernement pourrait, sous état d'urgence et lors d'une dissolution, restreindre la liberté de communication, restreindre la liberté de réunion, voire assigner à résidence tel ou tel opposant qui ne lui conviendrait pas. Telle n'est évidemment pas votre intention, mais la Constitution, Monsieur le Premier ministre, n'est pas faite pour votre gouvernement, mais pour tous ceux qui suivront. Sur ce point, vous aviez proposé vous-même, Monsieur le Premier ministre, un équilibre qui nous satisfaisait, qui n'a pas été retenu par notre Assemblée et auquel nous vous demandons de revenir au cours de l'inévitable navette entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Un équilibre que vous aviez souhaité, où lorsque le gouvernement démissionnait, ou lorsqu'il pouvait dissoudre l'Assemblée nationale, l'état d'urgence prenait fin 15 jours après la dissolution ou la démission du gouvernement. C'est la seule garantie d'une campagne libre en tout état de cause lors des élections législatives qui s'en suivraient. J'ai entendu, Monsieur le Premier ministre, avec notre président Philippe Vigier, votre message hier pour chercher une solution lors de cette navette. Deuxième préoccupation qui nous animait sur l'article 2, que nous puissions déchoir des Français qui haïssent la France, qui renient nos valeurs, qui combattent la France et tout ce qui fait notre fierté d'être Français et notre force de vivre ensemble. Cette mesure, pour nous, doit s'appliquer clairement, contrairement à ce qui était la première version proposée par le gouvernement, à tous les terroristes, quelle que soit la nationalité de ses parents. Il ne peut pas y avoir dans notre Constitution, à nos yeux, d'inégalité entre les Français. Il ne peut pas y avoir 2 catégories de Français. Quand on devient Français, Monsieur le Premier ministre, et vous en savez quelque chose, on ne le devient pas à moitié, pas temporairement, pas sous condition. On devient Français totalement, entièrement, complètement. C'est en tout cas ce que nous voulons voir inscrit dans la Constitution. Alors, vous vous êtes engagé à ce qu'il n'y ait pas de différence entre les Français dans la Constitution, pas dans la loi d'application, avec un engagement de suppression de la mention qui fait dans le pré-projet sur les apatrides, et pas dans la Convention de 1961 que vous soumettrez à ratification. À ce titre-là, nous vous demandons d'être aussi prudent que le général de Gaulle lors de la signature de la Convention.
Le général a prévu qu'on pouvait voir des Français qui portaient gravement atteinte à notre nation. Nous vous demandons de ne pas être plus imprudent que ne l'a été le général ou d'être évidemment aussi prudent que lui. Nous serons très vigilants sur l'application de ces lois, mais la rédaction de cet article nous convient. Si je résume, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président, la limite dans le temps de l'état d'urgence, le contrôle parlementaire, l'égalité entre Français face à la déchéance nous conviennent. La dissolution sous état d'urgence, qui n'est pas suffisamment réglementée ou en tout cas garantie et encadrée, reste à écrire. Alors nous souhaitons que le débat continue, c'est la raison pour laquelle nous voterons pour le projet qui est ici présenté, ce qui ne prévaut pas du jugement final, si j'ose dire, du vote final, si nous n'avions pas soulevé l'obstacle que je viens de souligner. Merci, Monsieur Jean-Christophe Lagarde. Pour le groupe écologiste, la parole est à Madame Brigitte Allain. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les ministres, Monsieur le rapporteur, chers collègues, l'Assemblée nationale est appelée à voter aujourd'hui une loi de réforme constitutionnelle. Elle a ouvert des débats sur la conception que nous avons de la République et de notre mission de représentants du peuple. Par son vote, chacun de nous s'engage en responsabilité et en conscience. Suite aux attentats à Paris, le président de la République a annoncé en congrès à Versailles une série de mesures pour réagir au terrorisme effroyable auquel nous devons désormais faire face. Au sein de ces actions de lutte contre le terrorisme, le projet de loi constitutionnelle mérite que l'on y porte un regard particulier puisqu'elle n'a, selon les affirmations du gouvernement, une portée symbolique. Mais alors, quel symbole, quel message souhaitons-nous transmettre aux Français et au monde ? La Constitution française est un texte qui établit la règle que se donne le peuple concernant le fonctionnement des institutions et les règles relatives aux droits des individus. Elle énonce dans son préambule de 1946 des principes économiques et sociaux nécessaires à notre temps, ajoutés à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Depuis 2004, la Charte pour l'environnement intègre la dimension écologique dans notre engagement commun pour le bien de l'humanité. Aussi, modifier la Constitution, l'acte solennel par lequel la société civile déclare les principes qui la fondent, la rassemble, l'organisme, est lourd de conséquences. L'article 1er de ce texte inscrit l'état d'urgence dans la Constitution. Pour une partie d'entre nous, dont je suis, il y a risque, en constitutionnalisant l'état d'urgence, de faire de l'exception la norme et d'engager un processus d'affaiblissement démocratique. Bref, de contribuer à réduire les inégalités et les libertés publiques pour une très hypothétique sécurité des personnes. Au contraire, pour certains de mes collègues, faire figurer l'état d'urgence dans la Constitution, au même titre de ces deux autres états d'exception prévus par notre droit, les pleins pouvoirs et l'état de siège, c'est être cohérent avec notre droit et adapter notre législation à un danger de terrorisme de guerre devenu quasi permanent. Les débats parlementaires ont permis de préciser que l'état d'urgence sera subordonné à un vote du Parlement, limité à 4 mois, et que son contrôle parlementaire sera assuré. Par contre, l'article 2 de cette loi, qui intègre la déchéance de nationalité dans notre Constitution, rencontre l'opposition d'une nette majorité des députés écologistes. Cette proposition de fait a déplacé le débat du terrorisme à la nationalité. Par leur histoire, certains Français seraient-ils plus menaçants pour la démocratie du pays que les autres? Qu'en est-il de l'éventualité de la création d'apatrides que tous devraient condamner? Mais surtout, alors que nous devrions combattre ensemble le racisme et les discriminations, favoriser une meilleure inclusion interculturelle de tous et en tout lieu, nous voilà empêtrés dans un débat qui divise, parce que la construction de la démocratie est une aspiration humaine et que le siècle des Lumières a rayonné partout. J'invite Benjamin Franklin à nos débats en frontière. Il nous dit: un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre,
et finit par perdre les deux. Le groupe écologiste ne fera pas exception aux autres groupes parlementaires et verra ses membres prendre des positions différentes sur ce texte. En effet, la perspective d'une loi à venir qui donnerait aux juges le pouvoir de prononcer la déchéance de nationalité permet à certains de mes collègues de ne pas s'opposer au projet de réforme de Constitution. Aussi, bien qu'opposés à l'article 2, ils voteront néanmoins cette loi. Attachés à l'article 1er de notre Constitution qui affirme que la France assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion, la majorité du groupe écologiste, opposée à la philosophie de cette loi, ne la votera pas. Et si nos votes nous distinguent, il est une chose qui nous rassemble, c'est notre engagement sincère dans le débat et le travail parlementaire. À toutes les étapes de nos travaux, la commission à la séance, les députés du groupe écologiste ont été constamment présents. En conclusion, je veux rappeler la sagesse de nos prédécesseurs qui, depuis la Révolution française, se sont attachés à faire progresser les droits humains, la laïcité, et pour que notre devise indissociable qui est la nôtre, liberté, égalité, fraternité, rayonne partout sur la terre pour élever nos jeunes en citoyens du monde. Pour le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste, la parole est à Monsieur Roger Gérard Schwarzenberg. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les ministres. S'il vous plaît, Non. un peu moins de bruit. Même s'il peut y avoir divergence sur tel point de tel texte, nous voulons saluer votre détermination face au terrorisme et dire que nous sommes solidaires de votre action dans l'intérêt de la nation. Notre groupe a voté bien naturellement l'article 1er de ce projet de révision qui inscrit l'état d'urgence dans la Constitution. En effet, cette inscription s'accompagne de précisions de fond et de procédure qui apporte des garanties accrues. Elle encadre clairement ce régime de crise en définissant avec netteté les conditions de son déclenchement et de son déroulement. Actuellement, ces conditions relèvent seulement de la loi ordinaire et par conséquent, elles pourraient être modifiées un jour par une majorité de passage, une majorité du moment, qui ne correspondrait pas à ce que nous pouvons ensemble souhaiter. En revanche, telle ou telle majorité ne pourra demain modifier les conditions de mise en œuvre de l'état d'urgence, car celles-ci sont inscrites désormais dans la loi fondamentale. La Constitution servira de rempart contre d'éventuelles dérives. Toutefois, nous souhaitions, et nous souhaitons toujours, éviter toute coïncidence entre état d'urgence et dissolution, comme le prévoyait la loi initiale d'avril 1955 et l'ordonnance du 15 avril 1960 signée par le général de Gaulle, par Michel Debré et par Pierre Messmer. Lundi, l'Assemblée avait adopté un amendement en ce sens, mais faisant l'objet d'une seconde délibération, cet amendement a été supprimé hier soir à la demande du gouvernement qui préfère s'en remettre au Sénat. Cela peut surprendre. Le Sénat serait-il vraiment meilleur législateur que l'Assemblée nationale ? Et n'y a-t-il pas paradoxe à confier au Sénat la détermination des conditions de dissolution de l'Assemblée nationale, qui, elle, est une chambre élue au suffrage universel direct, à la différence de nos éminents collègues du Palais du Luxembourg, qui se considèrent en tout cas comme tels. Par ailleurs, l'article 2 de ce sujet concerne la déchéance de la nationalité, chacun l'aura remarqué. En elle-même, cette déchéance peut se concevoir. Ceux qui tirent au fusil d'assaut sur leurs compatriotes, ceux qui renient leur patrie, s'excluent à l'évidence de la communauté nationale. Mais cette déchéance ne peut concerner spécifiquement les binationaux. En République, tous les citoyens sont égaux devant la loi. Or, tel qu'il était initialement rédigé, cet article 2 paraissait inscrire dans la Constitution même une distinction entre deux catégories inégales de Français. Le gouvernement
et il a bien fait de faire, initialement, le gouvernement a accepté de modifier cet article 2 par un amendement qui supprime cette référence à la binationalité, amendement adopté par la commission des lois le 28 janvier. Ce changement est positif, mais l'avant-projet d'application, transmis le 29 janvier, se fonde de nouveau sur le critère de binationalité, au moins implicitement. Il serait donc utile de lever cette ambiguïté. Même si un frondeur, je veux dire le cardinal de Retz, disait dans ses mémoires « On ne sort de l'ambiguïté qu'à son détriment ». Mais sortons-en tout de même. En fait, plutôt que la déchéance qui pose plusieurs problèmes, mieux vaudrait utiliser l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, prévue par l'article 421-36 du Code pénal, ce Code pénal qui prévoit que les auteurs de crimes ou de délits terroristes peuvent encourir cette peine complémentaire. Ceux-ci ne seraient pas donc privés de leur nationalité, mais seraient privés de leur citoyenneté. Mais au plan du symbole et de la réprobation publique, cette sanction serait analogue, sans poser les mêmes problèmes politiques et juridiques. Monsieur le Premier ministre, et j'en termine par là, vous voulez l'union nationale sur votre projet de révision. Très bien. Mais pouvez-vous l'obtenir avec le soutien de la moitié de la majorité et de la moitié de l'opposition? L'addition de 2 sissi-parités ne fait pas un gain numérique. En ce qui concerne... Faut conclure. Oui, je conclus. J'aurais fait remarquer au président, d'ailleurs j'allais y venir, que la demande de vote séparé qui a été faite, de vote par division, qui a été faite, ne semble pas avoir reçu une réponse positive. C'est dommage. Avec un vote séparé qui aurait permis de voter d'abord sur l'article 1er, puis ensuite séparément sur l'article 2, notre groupe aurait voté quasi unanimement l'article 1er. Puisque ce n'est pas le cas, il se répartit, comme le font d'autres groupes, entre le vote favorable et ceux qui ne votent pas pour ce texte. Vu l'absence de vote par division, notre groupe connaît cette situation que j'ai rappelée. Il faut conclure, Monsieur le Président. Avec plaisir, Monsieur le Président, de même que j'aurais eu plaisir à avoir le bénéfice d'un vote par division. Mais nous le ferons à regret d'une certaine manière, mais en pensant que lors d'une nouvelle lecture, il y aura certainement une solution de consensus, car chacun le sait, demain est un autre jour. Merci. Je fais annoncer le scrutin dans le palais et je donne la parole à Monsieur François Asensi pour le groupe Gauche démocrate et républicaine. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Garde des Sceaux, mes chers collègues, ce débat nous a définitivement confortés, nous, députés communistes et du Front de gauche, dans notre opposition ferme à cette réforme constitutionnelle à la fois inutile et dangereuse. Inutile, puisque dans notre arsenal juridique et répressif de lutte contre le terrorisme, elle ne répond ni à un impératif de nécessité, ni à l'impératif d'efficacité. Cette réforme est également dangereuse, car derrière le calcul de l'exécutif, sa proposition de révision consacre un double mouvement de fond. D'une part, le renforcement du pouvoir exécutif à travers la reconnaissance de prérogatives exorbitantes du droit commun départies de tout contrôle judiciaire. D'autre part, la victoire idéologique de l'extrême droite qui voit ses idées triompher alors qu'un gouvernement de gauche est censé être au pouvoir. Nous continuerons à nous opposer à ces deux dérives nourries par les logiques sécuritaires et identitaires qui laissent planer un risque liberticide sur notre République. La constitutionnalisation de l'état d'urgence ne signifie pas en soi l'institution d'un état d'urgence permanent. Il n'empêche, elle ne s'accompagne pas de garanties juridiques et juridictionnelles à la hauteur de ce régime d'exception. Le risque liberticide ne relève pas de l'abus de langage, mais repose au contraire sur des faits avérés, des cas d'abus constatés depuis l'entrée en vigueur de l'état d'urgence. Non seulement la Constitution n'a pas vocation à devenir l'instrument de calcul politicien des gouvernants en exercice, mais elle n'a pas à accueillir en son sein des dispositions qui viennent contredire
les valeurs fondamentales dont elle est porteuse. Or, la déchéance de nationalité affecte certains des éléments constitutifs de notre pacte républicain et met en péril l'unité nationale. Cette réforme constitue en soi un symbole de discrimination et de désunion de notre communauté nationale. Cette initiative porte atteinte jusqu'à la conscience de nombre de nos concitoyens. La propre majorité a imposé. La ministre de la Justice a préféré partir. Quant au feuilleton rocambolesque et des contorsions invraisemblables auxquelles s'est livré le gouvernement pour maintenir ce texte, il témoigne finalement d'une forme d'irrationalité qui commande désormais son action. Dans un geste de désespoir, l'exécutif semble se résoudre à créer des apatrides, option qu'il avait pourtant exclue depuis le début. Cette solution n'en est pas une. Il s'agit d'une impasse, une de plus dans laquelle vous engagez, bien qu'elle soit manifestement indigne de notre République, de ses valeurs et de ses principes fondamentaux. Cette fuite en avant, conséquence d'une réforme bâclée, restera comme une des pages noires de l'histoire de la gauche au pouvoir. Écorcher notre Constitution est d'autant plus difficile à accepter que, de la vue de tous, cette disposition est matériellement inefficace contre le terrorisme. Cette proposition soulève des contradictions et des obstacles insurmontables. Il y a trop de bruit, mes chers collègues. Le temps manque pour les évoquer tous. Qu'allons-nous faire, Monsieur le Premier ministre, des personnes déchues de leur nationalité? Quelle responsabilité assumons-nous à l'égard de nos propres nationaux? À l'heure où la République se doit d'être unie, le pouvoir instille la désunion. Une désunion animée par les valeurs de l'extrême droite, alors que nos valeurs progressistes et humanistes commandaient, conformément aux engagements du président de la République, d'apporter d'autres révisions à la Constitution. Le droit de vote des étrangers aux élections locales ou la suppression du mot race, par exemple. De telles réformes auraient envoyé un message plus fort et plus digne, conforme à l'idée que nous nous faisons du pays des Lumières. Nous l'affirmons avec force. Si la volonté de l'exécutif était de modifier notre Constitution face aux défis terroristes, alors le plus beau symbole contre l'intolérance aurait été d'en faire une révision de cohésion sociale. Monsieur le Premier ministre, cette réforme constitutionnelle porte en elle plus de risques et de menaces pour nos concitoyens que pour les terroristes eux-mêmes. Cette vérité simple et implacable aurait dû à elle seule neutraliser les velléités de révision constitutionnelle. Nous ne saurions nous suivre dans cette impasse qui se nourrit des passions sécuritaires et de division. C'est pourquoi les députés communistes et du Front de gauche, à la quasi-unanimité, voteront contre ce projet de loi. Merci, Monsieur François Asensi. Pour le groupe socialiste, républicain et citoyen, la parole est à Monsieur Patrick Mennucci. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les députés, en janvier et en novembre dernier, la France a subi un profond traumatisme. Des terroristes s'en sont pris à notre peuple pour la blesser et pour l'intimider. Les Français ont aussitôt manifesté leur soutien, leur solidarité et leur profonde colère. La nation s'est levée. Le président de la République a réuni le Parlement en congrès à Versailles, puis a annoncé la révision constitutionnelle dont nous sommes saisis. Le vote d'aujourd'hui fait suite à de nombreux débats durant lesquels chacun a pu s'exprimer, a pu expliquer sa position, ses doutes et aussi ses certitudes. Le travail accompli par les parlementaires, par les députés de la commission des lois, le dialogue entre les différents groupes parlementaires avec le gouvernement ont permis de faire avancer nos débats. En premier lieu, la constitutionnalisation de l'état d'urgence représente une avancée incontestable pour notre démocratie. Il s'agit là d'encadrer un régime particulier auquel les gouvernements successifs ont eu recours à de nombreuses reprises depuis 60 ans. Le constitutionnaliser, c'est encadrer ce qui déclenche l'état d'urgence pour qu'il ne soit jamais dévoyé. Ce projet avait été proposé par le comité Wedel en 1993, par le comité Balladur en 2008. Ce texte est, il faut le dire, l'aboutissement de réflexions approfondies.
Des garanties ont été introduites par voie d'amendement et constitutionnalisent le contrôle du Parlement sur l'action du gouvernement. Il est fondamental, évidemment, de garantir l'équilibre des pouvoirs lorsque l'état d'urgence est déclaré. L'état d'urgence est une nécessité pour faire face à la menace terroriste contre laquelle la France se bat. Nous devons mettre à la disposition de notre République tous les outils dont elle dispose pour se protéger. Ce pouvoir doit être régulé, contrôlé, encadré. Voilà, mesdames et messieurs les députés, le sens de l'article 1er. Enfin, hier, nous avons longuement débattu de l'article 2. Je crois pouvoir dire que chacun, là aussi, a exprimé sa position et, je veux le dire, chaque position est respectable. Mais je veux rappeler que l'article 2 de ce projet de loi, ce que cet article 2 contient précisément, au-delà de toute élucubration. Il s'agit de donner la possibilité au juge de déchoir de sa nationalité des terroristes condamnés, soit pour un crime commis contre la vie de la nation, soit contre un délit contre la vie de la nation et puni d'au moins 10 ans d'emprisonnement. Nous ne devons pas faire croire à ceux qui nous écoutent que nous ouvrons une quelconque boîte de Pandore. Les pires heures de l'histoire ont été convoquées par les terroristes eux-mêmes. La réponse que nous apportons est une réponse républicaine, une réponse pénale. Elle est encadrée et elle permet d'exclure ceux qui ne se sont déjà exclus d'eux-mêmes de la communauté nationale. Nous menons cette réforme dans le strict respect des traités internationaux et je me réjouis, Monsieur le Premier ministre, que vous ayez annoncé la ratification prochaine de la Convention de 1961. Ce texte sera ainsi plus respectueux du droit, y compris du droit de nos pires ennemis, puisque contrairement à la loi de 1998, les binationaux et les mononationaux seront traités à égalité s'ils sont condamnés pour terrorisme. Nous sommes aujourd'hui amenés à voter en première lecture le projet de loi de réforme constitutionnelle que le président de la République a appelé de ses vœux. Il ne concerne que les terroristes, qui sont les seuls ennemis de la nation. C'est pourquoi, Monsieur le Président, mes chers collègues, mesdames et messieurs les députés, je vous invite, au nom du groupe socialiste, républicain et citoyen, à approuver massivement le projet de loi constitutionnelle de protection de la nation. Merci, Monsieur Patrick Mennucci. Pour le groupe Les Républicains, la parole est à Monsieur Christian Jacob. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, à 2 reprises, en 2014 et 2015, notre groupe a défendu des propositions de loi visant à étendre la déchéance de nationalité à ceux qui portent les armes contre la France. Après que vous et votre gouvernement ayez combattu ces propositions de loi, vous nous avez enfin rejoints sur une évidence, disons, qu'un Français qui tue, qui massacre, qui assassine n'est pas digne d'être Français. Mais pour atteindre cet objectif, le président de la République a choisi une voie hasardeuse. Voie hasardeuse, car la révision constitutionnelle n'est pas une évidence juridique. Voie hasardeuse aussi, parce que le texte sur lequel nous votons aujourd'hui n'est pas celui qui a été annoncé par le président de la République à Versailles, n'est pas non plus celui qui a été présenté en Conseil des ministres le 23 décembre dernier. Vous avez donc, Monsieur le Premier ministre, vous-même posé les conditions d'un débat cacophonique. La confusion que vous récoltez, c'est celle que vous-même et François Hollande avez semée. Sans modification de ce texte par la majorité sénatoriale, il pourrait même être plus difficile de déchoir de la nationalité avant qu'après votre réforme. Vous pouviez pourtant recueillir un large consensus, car pour ce qui nous concerne, ce qui concerne le groupe des Républicains, nous sommes quasiment à l'unanimité favorables à la déchéance de nationalité. Ayez conscience, Monsieur le Premier ministre, que pour nous, la tentation aurait pu être forte
de mettre le président de la République en minorité et également votre gouvernement. Mais nous pensons plus que jamais qu'il faut être à la hauteur des attentes des Français, qui n'ont pas oublié ce terrible traumatisme du 13 novembre dernier. Nous pensons en conscience que les Français nous reprocheraient de tergiverser alors que la menace terroriste n'a jamais été aussi forte à l'intérieur même de notre pays. Nous serons donc une majorité à voter pour que ce texte aille au Sénat et que la majorité sénatoriale de droite et du centre le réécrive. Le bicamérisme parfait en matière de réforme constitutionnelle est une chance pour le rassemblement et l'unité nationale. En conclusion, Monsieur le Premier ministre, au stade auquel nous en sommes, nous resterons sur un vote de cohérence par rapport à une mesure d'évidence. Un Français qui bafoue les valeurs de son propre pays, qui s'attaque sauvagement à lui, ne peut partager ni l'aventure nationale, ni sa destinée. Merci. Merci, Monsieur Jacob. Je vous demande aux uns et aux autres de bien vouloir regagner vos places. S'il vous plaît, je suis sûr que chacun connaît le sens de son vote. Je vais donc mettre aux voix le projet de loi constitutionnelle. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 567, suffrages exprimés 516, majorité absolue 259, pour 317, contre 199, l'Assemblée nationale a adopté.